à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, petite minute Soigne ton art, un mot, une expression, un concept, une réflexion ou un portrait. Et aujourd'hui justement, dans notre série consacrée à l'art psychopathologique, l'art brut, l'art singulier, l'outsider art et même l'art contemporain, on va à la rencontre d'une femme, Yayoi Kusama, née en 1929, toujours en vie. Alors Kusama, c'est une artiste japonaise, peut-être la plus connue dans le monde. Également figure majeure de l'art contemporain et de l'avant-garde, avec l'idée majeure que Kusama a créé une œuvre singulière, on pourrait dire entre peinture, entre sculpture, performance, happening aussi, une œuvre totale, psychédélique et hypnotique, qu'elle qualifie elle-même d'art psychosomatique. Alors très brièvement, en guise de petite bio express, Kusama, né en 1929 à Matsumoto, à l'ouest de Tokyo, issu d'une famille plutôt aisée, qui a prospéré dans le milieu de l'horticulture. Et très tôt, Kusama va se passionner pour les végétaux et commencer à peindre et à dessiner. Et en parallèle, dès l'âge de 10 ans, elle va développer des hallucinations. Et à ce sujet, je vais la citer dans son autobiographie, elle écrit... Je la cite, un jour, après avoir vu sur la table la nappe au motif de petites fleurs rouges, j'ai porté ensuite mon regard vers le plafond. Et là, partout sur le plafond, sur la surface de la vitre, comme sur celle de la poutre, s'étendaient les formes des fleurs rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était plein. Fin de la citation. Alors en 1941, à la suite de l'attaque de Pearl Harbor, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la guerre fait rage entre les États-Unis et le Japon, à l'instar de nombreux enfants japonais, Kusama est mobilisée pour confectionner des parachutes et des uniformes militaires. Et en parallèle, elle continue de dessiner et de peindre et elle va entreprendre des études d'art avec l'idée de devenir artiste, malgré le désaccord de ses parents. Alors ses parents, elle est en fait écartelée entre une mère très sévère et particulièrement violente vis-à-vis d'elle, et puis un père extrêmement autoritaire, patriarcal, très patriarcal. En fait, remis dans le contexte de la société japonaise d'alors, qui était une société pour le moins conservatrice, Kusama est l'une des rares artistes femmes à commencer à exposer son travail dans différentes villes de l'archipel, dont Tokyo. Et elle va véritablement commencer à acquérir une notoriété dans son pays. Et sur le plan artistique, très vite, elle va faire du principe de l'accumulation le ressort de son travail artistique, notamment, et ça beaucoup d'entre nous le connaissent, le motif du poids, en partant du postulat des petits poids, en partant du postulat, et je la cite, « Ma vie est un poids perdu parmi des milliers d'autres poids ». Et on verra en fait des poids de toutes les couleurs, mais pas seulement des poids. Alors pour échapper au carcan de la société japonaise et surtout prendre de la distance en fait par rapport à sa famille qu'elle qualifie de toxique, Kusama part aux États-Unis. D'abord à Seattle en 1957, elle va rejoindre l'artiste Georgia O'Keeffe, une peintre américaine considérée comme une figure majeure du modernisme. En fait, Kusama lui avait écrit un jour une lettre et hasard ou pas, en fait, O'Keeffe a été touché par cette lettre et va s'engager en fait à la soutenir. Donc elle va passer un an auprès d'elle, Kusama va passer un an auprès de O'Keeffe, puis un an plus tard, elle va partir s'installer à New York, où là, toujours en proie à des hallucinations, elle va commencer à créer des installations, des happenings aussi et des performances. Et grâce à Donald Judd, notamment, un artiste américain et critique d'art reconnu, Kusama va créer des installations peuplées de phallus ou de formes phalliques, confectionnées à partir de draps et de vieilles chaussettes. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. C'est aussi à cette époque, à New York, qu'elle commence à peindre ses grandes toiles remplies de poids et qu'elle élabore un manifeste de l'oblitération. En fait, c'est le début de ces fameuses Infinity Rooms qui cristallisent les hallucinations qu'elle a depuis l'enfance. À partir de 1966, Kusama commence à avoir une certaine notoriété aux États-Unis et elle organise de nombreuses performances dans des lieux emblématiques. Son premier happening, 14th Street Happening, a lieu en fait en bas de son appartement, sur le trottoir, où Kusama s'allonge sur un matelas recouvert de formes phalliques protubérantes, elle-même couverte de poids. S'ensuit de très nombreuses performances, notamment les naked performances, car les participants sont souvent nus. Il y a aussi les body festivals, en collaboration avec des danseurs ou des personnes volontaires. Il y a aussi des anatomic explosions ou encore des naked demonstrations. En fait, ces performances de Kusama sont le plus souvent menées comme de véritables manifestations à but idéologique et politique. Elles ont lieu dans des endroits très fréquentés, ce qui provoque conséquemment des retentissements et évidemment alimente de fait, de facto, sa notoriété.
En fait, ces installations et performances mettant en scène des phallus ou des corps nus sont pour Kusama un moyen on pourrait dire, de militer pour la liberté sexuelle, le droit des femmes à disposer de leur corps et aussi de se libérer en fait spirituellement. En fait, Kusama se met rarement en scène elle-même, mais elle construit ses happenings et ses performances avec des personnes nues en s'appuyant sur le buto. Alors, le buto, cette danse japonaise d'après-guerre qui, selon son fondateur, Tatsumi Hijikata, permet de remettre en mouvement les corps, de remettre du mouvement dans les corps meurtris, dans leurs âmes et dans leur chair, mais aussi d'avoir un nouveau rapport au corps dans une sorte de révolte transgressive. Bon, là, je vous renvoie, en fait, on a fait une vidéo sur le buto, consacrée à la danse buto, vous pouvez vous y référer. Et en fait, après plus de 15 années, on pourrait y passer aux États-Unis, en 1973, épuisé par ses excès en tout genre, dont la drogue, ses tentatives de suicide, elle en fera plusieurs, ses dépressions chroniques, Kusama rentre au Japon, et en 1977, à sa demande, elle séjourne dans un établissement psychiatrique où elle est encore, mais d'où elle peut sortir pour aller créer dans son atelier. En fait, l'hôpital psychiatrique est pour elle un lieu de confort et de refuge où elle peut se protéger d'elle-même tout en écrivant et en créant. Pour finir sur sa bio, au début des années 90, Kusama est invité à la Biennale de Venise pour représenter le Japon et son œuvre va alors commencer à faire un peu le tour du monde, va faire l'objet d'importantes rétrospectives, attirant des foules de visiteurs, particulièrement séduits par son environnement infini envahi de poids, de diodes lumineuses, de ballons et plus largement en fait de motifs psychédéliques. Et ultime consécration, en 2017, le Yayoi Kusama Museum ouvre ses portes à Tokyo pour promouvoir son œuvre. Alors, si on en vient à son art, pour essayer d'y voir un peu plus clair, ce qu'on peut dire, c'est que l'art, lorsqu'on dit que l'art est par essence psychopathologique, l'œuvre de Kusama en est peut-être l'un des meilleurs exemples, même si elle-même parle plutôt d'art psychosomatique. En effet, son travail artistique est avant tout l'expression d'une souffrance, d'hallucination, d'un syndrome narcissique et d'un syndrome de dépersonnalisation. Mais plus encore, si la peinture pour Kusama est, on pourrait dire, une passion, c'est aussi pour elle un moyen d'expulser et de mettre en forme ses névroses, ses angoisses, ses peurs, ses craintes. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que l'œuvre de Kusama opère comme une profonde catharsis. Et qu'en reproduisant en des milliers d'exemplaires ce qui l'effraie, par exemple des phallus ou des formes phalliques, Kusama, en fait, cherche à exorciser ses angoisses au sujet de la sexualité. Mais si son œuvre artistique est à bien des égards l'expression de ses symptômes et de sa maladie mentale, son œuvre est aussi éminemment, on pourrait dire, philosophique, politique et bien sûr poétique. Et en ce sens, on peut postuler que Kusama est une artiste totale et révolutionnaire. En effet, si on revient par exemple au poids, au petit poids, la véritable image obsessionnelle qui lui est apparue lors de ses premières hallucinations, le poids va devenir avec le fil du temps un outil visuel et cet outil, c'est cet outil en fait, qui l'a amené vers son concept de self-obliteration. C'est-à-dire qu'en recouvrant de poids coloré tout ce qui l'entoure, y compris les êtres humains, Kusama dénonce sa crainte d'uniformisation de l'être humain et peut-être plus encore sa crainte de voir disparaître la notion d'individualité et de subjectivité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les milliers de poids peints par Kusama représentent également une autre métaphore. Et notamment, il représente selon elle la connexion entre l'homme et la nature. Et lorsque Kusama se peint recouverte de poids, en fait, elle cherche à montrer qu'elle fait partie d'un grand tout. Et que sur un plan métaphysique, l'homme ne fait qu'un avec l'univers. À ce sujet, elle écrit, et là je la cite, « J'avais en moi le désir de mesurer de façon prophétique l'infini de l'univers incommensurable à partir de ma position, en montrant l'accumulation de particules dans les mailles d'un filet où les poids seraient traités comme autant de négatifs. C'est en pressentant cela que je puis me rendre compte de ce qu'est ma vie, qui est un poids. Ma vie, c'est-à-dire un point au milieu de ces millions de particules que sont les poids. » Fin de la citation. Ce qu'on peut dire également sur un autre plan, c'est que les formes phalliques, les phallus, les macaronis mis en scène dans ces installations, ainsi que les corps dénudés dans ces naked performances, sont la traduction de plusieurs choses. D'abord, le rejet du sexe, et par extension du machisme et de la position de l'homme dans la société. Alors, on pourrait dire notamment au Japon, mais c'est aussi une dénonciation de la société de consommation de masse et de la marchandisation des corps. En fait, Kusama dira et écrira qu'elle avait une forme de hantise des relations sexuelles et une méfiance à l'égard du sexe et des relations intimes. Mais là encore, on retrouve un paradoxe
ce qui est récurrent dans l'œuvre artistique de Kusama, et puis, faut-il le dire, on est tous des êtres de paradoxe, puisque la forme phallique, qui symbolise la masculinité, mais aussi la fertilité, recouvre également une dimension sacrée dans la culture japonaise. Kusama fera ainsi régulièrement référence au phallus, comme une évocation du dieu Jizo, une figure populaire au Japon considérée comme protectrice des enfants et des êtres en enfer. Enfin, pour finir, ces naked performances sont également le moyen d'aborder la question du féminisme et de faire passer un message pour l'égalité homme-femme. D'autres happenings réalisés en intérieur et intitulés Orgies traitent de la liberté sexuelle, thème récurrent chez Kusama, tant pour parler de liberté sexuelle que pour dénoncer une société de surconsommation. Et elle dira d'ailleurs que la nudité est la seule chose qui ne coûte rien. Enfin, pour terminer, il est frappant de constater à quel point la notion d'infini est un fil conducteur dans toute son œuvre. Les miroirs démultiplient l'espace, les poids colonisent l'espace sans limite et annihilent les frontières entre l'homme et son environnement. Et puis, ce qui est également de très frappant, c'est que les échelles lumineuses n'ont ni début ni fin. En fait, Kusama combat le mal par le mal. Les gestes minimaux qu'elle répète systématiquement dans ses toiles serait pour elle un remède pour soigner les obsessions hallucinatoires qui l'envahissent. Et cette question de l'infini est d'ailleurs l'une des marques de création de Kusama, particulièrement à travers ses Infinity Mirror Rooms, des pièces entièrement recouvertes de miroirs, multipliant des motifs à l'infini, qui font aujourd'hui d'ailleurs sa renommée partout dans le monde. Voilà. Dernier point, pour finir, si vous souhaitez en savoir un peu plus encore sur Yayoi Kusama, je vous conseille un excellent documentaire de la réalisatrice Heather Lenz, sorti en 2018, intitulé Kusama Infinity.